On dit que la vie finit toujours par nous rendre ce que nous lui donnons. Certains, aveuglés par l'éclat de l'or et l'illusion du pouvoir, croient pouvoir tout acheter, même l'amour, mais ils se trompent profondément. Voici l'histoire de Jean, un homme qui possédait le plus grand des trésors, une famille qu'il aimait d'un amour inconditionnel, et qui pourtant l'a abandonné sur le bord du chemin, sans se douter que le destin, dans son implacable justice, avait déjà commencé à tisser la trame de son châtiment. C'était un après-midi de fin d'automne en Provence. Le ciel, d'un gris de plomb, semblait peser sur le village, et le mistral, ce vent glacial et puissant, balayait les rues étroites, arrachant les dernières feuilles aux platanes. Valérie serrait ses deux jeunes enfants contre elle, leur petit corps frissonnant sous son étreinte. À travers la fenêtre de leur petite maison de campagne, elle regardait la silhouette de son mari, Jean, s'éloigner sur le chemin de terre sans un seul regard en arrière. Il n'avait laissé derrière lui ni une explication, ni un mot d'adieu. Seul le claquement sec et définitif de la porte d'entrée résonnait encore dans la maison silencieuse, un son brutal qui actait la fin de leur monde et l'écho assourdissant d'une promesse brisée. Jean n'était plus le même homme. Une ambition dévorante, tel un poison lent, s'était emparée de son esprit. Il s'était persuadé qu'il méritait mieux, une vie plus grande, plus brillante, et que sa modeste famille n'était qu'un fardeau, une ancre qui le retenait dans une existence médiocre. Ces derniers mois, la tension était devenue insupportable. Chaque détail du quotidien était prétexte à une dispute. Il ne supportait plus les murs de la petite maison en pierre, ni l'odeur du pain chaud qui émanait de la boulangerie du quartier où ils travaillaient ensemble, un labeur honnête qui leur avait pourtant permis de construire leur vie. Il rêvait de luxe, de grands restaurants parisiens, de la Citroën DS qu'il voyait dans les magazines, d'une existence dorée qu'il ne connaissait qu'à travers les publicités. Et un jour, il a simplement décidé de tout abandonner pour poursuivre ce mirage. Même les siens. Valérie, dont les larmes chaudes se mêlaient aux premières gouttes d'une pluie glaciale, s'agenouilla devant ses enfants. Lucas et Chloé, âgés de 7 et 5 ans, la regardaient avec de grands yeux remplis d'incompréhension. « Ne vous inquiétez pas, mes amours », leur dit-elle d'une voix qui se voulait rassurante mais qui tremblait, trahissant sa propre terreur. « Maman est là, n'ayez pas peur. » Mais à l'intérieur, son cœur se brisait en 1 million de fragments. Elle ne savait absolument pas où aller. Le loyer était en retard, leurs économies dérisoires, et la pluie qui redoublait d'intensité semblait vouloir laver le monde de toute espérance. Cette nuit-là, ils trouvèrent un refuge précaire sous l'auvent d'une boutique abandonnée, sur la place du village. Valérie les enveloppa de son propre manteau, essayant de leur transmettre une chaleur qui avait déserté son propre corps. Les enfants, dans leur innocence, ne comprenaient pas. « Papa va revenir, maman ?» demanda la petite Chloé de sa voix fragile, une question qui transperça Valérie plus sûrement qu'un poignard. Elle ne put que la serrer plus fort contre elle, incapable de lui mentir, incapable de prononcer le moindre mot. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, Jean célébrait sa nouvelle liberté dans un grand restaurant parisien, près des Champs-Élysées. À ses côtés, une femme sophistiquée, aux compliments faciles et au sourire calculé, lui murmurait à l'oreille tout ce qu'il désirait entendre, qu'il était un homme spécial, qu'il méritait ce luxe, que son destin n'était pas de pétrir le pain dans un village perdu de Provence, mais de conquérir le monde. Il souriait, se laissant enivrer par le champagne et les flatteries, convaincu d'avoir enfin pris la bonne décision, la seule qui comptait. Il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, qu'il venait de jeter aux orties la seule chose qui avait une véritable valeur dans son existence. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Valérie, animée par une volonté farouche de ne pas sombrer, commença à chercher du travail. Elle se mit à faire des ménages dans les grandes villas des environs. Les débuts furent d'une dureté inouïe. Personne ne voulait faire confiance à une femme seule, sans référence, avec 2 jeunes enfants à charge. Mais sa détermination était plus forte que l'épuisement qui la rongeait. Chaque soir, après une journée harassante, ils se blottissaient tous les 3 pour dormir dans la petite chambre qu'une vieille dame au grand cœur, Madame Dubois, leur avait offerte temporairement dans sa propre maison. Lucas, l'aîné, restait parfois éveillé, observant sa mère dans la pénombre. Il la voyait pleurer en silence en repassant du linge ou en comptant les quelques pièces de monnaie gagnées à la sueur de son front. Il ne comprenait pas pourquoi son père était parti, mais au fond de son jeune cœur, il se fit la promesse solennelle qu'un jour, il serait assez fort pour la protéger de toutes les peines du monde. De son côté, Jean commençait à percevoir les premières fissures dans la façade dorée de sa nouvelle vie.
La femme qui prétendait l'aimer ne s'intéressait à lui que lorsqu'il réglait des factures exorbitantes. Ses nouveaux amis, si prompts à rire à ses blagues, ne l'entouraient que tant que le champagne coulait à flot. Lorsque ses affaires, montées à la hâte, commencèrent à vaciller, les rires se firent plus rares et les sourires plus crispés. Une nuit, alors qu'il contemplait la ville lumière depuis le balcon de son appartement de luxe, Jean pensa pour la première fois à Valérie et à ses enfants. Le souvenir du rire cristallin de Chloé courant dans la maison, les questions incessantes et curieuses de Lucas sur le monde, l'odeur réconfortante du café que Valérie préparait chaque matin, une boule se forma dans sa gorge, une douleur sourde et inconnue. Il l'ignora, la chassant d'un revers de la main. Pas de retour en arrière, se dit-il. Valérie, elle, reconstruisait patiemment sa vie, pierre par pierre. Une voisine lui parla d'une place d'aide cuisinière au café du village. Elle y commença à travailler, les journées étaient longues et épuisantes, mais le sourire de ses enfants en rentrant le soir lui donnait une force surhumaine. Un après-midi, elle croisa un ancien ami de Jean. L'homme, gêné, lui raconta que son ex-mari menait la grande vie, mais qu'il n'était plus le même. On dit qu'il est couvert de dettes, que ses affaires ne tournent pas si bien que ça, ajouta-t-il avec une pointe de pitié dans la voix. Valérie écouta sans rien dire. Elle ne lui souhaitait aucun mal, mais elle savait que la vie se charge toujours de nous enseigner les leçons que nous refusons d'apprendre. Ce soir-là, alors que Lucas et Chloé dormaient paisiblement, elle regarda par la fenêtre et murmura « Mon Dieu, donnez-moi seulement la force de continuer. Pas pour moi, mais pour eux. » Le Mistral soufflait fort, comme le jour de son abandon, mais dans son regard, il n'y avait plus de peur. Il y avait une détermination nouvelle, une foi qui commençait à refleurir sur les ruines de sa douleur. Sans qu'elle le sache, le destin était en marche, et ce qui allait suivre allait changer leur vie à tous, pour toujours. Les mois passèrent. Jean, dans son aveuglement, continuait de croire que sa bonne étoile ne le quitterait jamais. Il vivait au milieu des apparences, des dîners fastueux et des gens qui le flattaient par pur intérêt. Mais il commença à remarquer un vide glacial que l'argent ne pouvait combler. Tout ce qui l'entourait dépendait de son portefeuille, pas de son cœur. Sa compagne ne lui souriait que lorsqu'il y avait des cadeaux ou des voyages. Ses amis ne l'appelaient que pour savoir où serait la prochaine fête. Dès qu'il tentait d'évoquer ses souvenirs, sa vie simple avec Valérie et les enfants, il changeait de sujet. Le passé, c'est le passé, Jean. Profite du présent. Lui lançait-il. Mais son présent avait un goût de cendre. Ses affaires, qui semblaient si prometteuses, s'effondrèrent. Un de ses associés, un homme en qui il avait placé toute sa confiance, disparut avec la majorité de leur capital, le laissant seul face à des dettes colossales. Chaque porte à laquelle il frappait se refermait brutalement. Les personnes qui l'accueillaient jadis avec des sourires mielleux ne répondaient même plus à ses appels. Son compte en banque se vida inexorablement. Il dut vendre sa magnifique Citroën DS, puis son appartement de luxe. Son orgueil l'empêchait de demander de l'aide, et il commença à comprendre dans le silence de sa solitude que le monde qu'il avait tant désiré était un château de cartes. Un soir, alors qu'il examinait des relevés bancaires aux chiffres écarlates, la femme qui partageait sa vie fit ses valises sans un mot. « Où vas-tu » lui demanda-t-il d'une voix lasse. Elle se retourna à peine. « Je ne suis pas venu pour partager la vie d'un raté. » Elle partit, le laissant seul dans le silence assourdissant de son échec. Pour la première fois depuis des années, Jean sentit le poids écrasant de la solitude. Il contempla les murs nus, les meubles qui avaient autrefois brillé sous les lumières des fêtes, et comprit que rien de tout cela n'avait la moindre valeur sans une famille pour l'aimer sincèrement. Mais il était trop tard. Il tenta de retrouver son ancien métier, mais on l'avait remplacé. Ses anciens contacts ne lui faisaient plus confiance. Les dettes s'accumulaient, et le désespoir commença à le dévorer. Il vendit le peu qui lui restait et loua une chambre misérable en périphérie de la ville. Pendant ce temps, Valérie avait réussi à stabiliser sa vie. Son travail acharné et sa persévérance au café du village avaient porté leurs fruits. La propriétaire, Madame Agnès, une femme sage et observatrice, admirait sa détermination et lui confia de plus en plus de responsabilités. Avec le temps, Valérie put commencer à mettre de l'argent de côté. Ses enfants grandissaient, forts et reconnaissants. Lucas, devenu adolescent, l'aidait au café après les cours, et Chloé, studieuse, rêvait de faire des études pour avoir un avenir meilleur. Ils ne parlaient que rarement du passé, mais dans leur cœur, ils savaient que l'épreuve les avait rendus plus forts,
plus unis. Tandis que cette famille renaissait, Jean s'enfonçait. Sa santé se dégrada. Les nuits blanches, le stress incessant et le remords qui le rongeait l'épuisaient. Il errait dans les rues, le visage de ses enfants hantant ses pensées. Un après-midi d'hiver particulièrement rude, le froid le contraignit à s'asseoir sur un banc public. Il regarda autour de lui, des familles se promenaient, des enfants riaient, des couples s'enlaçaient. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine en songeant qu'il avait eu tout cela, et qu'il l'avait anéanti de ses propres mains. Il se souvint de la patience de Valérie, de son sourire qui pouvait illuminer la journée la plus sombre, de sa façon de transformer les riens du quotidien en moments de pur bonheur. « Que ai-je fait » murmura-t-il pour lui-même. Seul le vent glacial lui répondit par un sifflement plaintif. Les jours passaient, et il survivait à peine. Il avait perdu l'éclat dans ses yeux et son assurance d'antan. Chaque matin, son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'un étranger. Un soir, alors qu'il marchait dans une rue déserte, il aperçut au loin la lueur chaude d'un café. Attiré par cette lumière comme un papillon de nuit, il s'approcha pour regarder à travers la vitre embuée. À l'intérieur, une femme servait les clients avec un sourire bienveillant. Son visage lui parut étrangement familier, mais il chassa cette idée. Il n'osa pas entrer et poursuivit son chemin, ignorant que le destin venait de le ramener à quelques mètres de son ancienne vie. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Jean tomba malade et n'avait pas de quoi se soigner. Un après-midi, alors qu'il grelottait sur un banc, une vieille dame s'approcha et lui tendit un morceau de pain. Il la regarda, abasourdi. « Merci, dit-il d'une voix faible. Dieu envoie toujours quelqu'un au bon moment, répondit-elle avec tendresse. Ces mots simples le touchèrent profondément. Il comprit que la vie lui enseignait ce qu'il n'avait jamais voulu apprendre, la valeur de l'humilité et de l'amour véritable. Au même moment, Valérie recevait une nouvelle qui allait bouleverser son existence. Madame Agnès, la propriétaire du café, souhaitait prendre sa retraite et lui proposa de racheter l'affaire. Valérie n'en croyait pas ses oreilles. Elle accepta, les larmes aux yeux, consciente que les efforts de tant d'années étaient enfin récompensés. Lucas et Chloé l'étreignirent, fous de joie. « Tu le mérites tellement, maman » dirent-ils en chœur. Elle les regarda avec une infinie tendresse. « C'est grâce à vous tout ça. Je n'ai jamais cessé d'y croire. » Le même soir, pendant qu'ils célébraient leur nouvelle vie, Jean regardait le ciel depuis sa fenêtre brisée. « Si seulement je pouvais remonter le temps, » murmura-t-il. Mais le temps ne recule pas. Il avance, silencieusement, et prépare parfois la rencontre finale entre le passé et le présent. L'aube se leva sur un ciel d'une clarté limpide. Jean se réveilla, courbaturé et faible. Chaque ride sur son visage racontait une erreur, chaque cheveu blanc un regret. Pourtant, au fond de son être, une infime lueur d'espoir persistait. Il voulait demander pardon, même s'il ne savait ni comment, ni si cela était encore possible. De l'autre côté de la région, au cœur du village, Valérie et ses enfants s'affairaient dans le café qui était désormais le leur. Ils l'avaient rebaptisé « Café l'Espoir ». Les tables étaient toujours pleines, et les habitants admiraient le courage de cette famille. Lucas tenait la caisse et Chloé servait les clients avec un sourire qui illuminait la salle. Valérie les observait, le cœur gonflé de fierté. Ils avaient réussi l'impossible. Un midi, alors que le soleil provençal inondait les rues d'une lumière dorée, Jean marchait sans but. Ses pas l'avaient, sans qu'il s'en rende compte, ramené vers son village natal. En levant les yeux, son cœur manqua un battement. Devant lui se trouvait une voiture élégante et sobre, arrêtée devant un café dont l'enseigne portait le nom « L'Espoir ». Une femme en descendit, vêtue avec une simplicité raffinée, accompagnée de deux jeunes gens. Jean les reconnut instantanément. C'était Valérie, et ses enfants. Lucas, devenu un jeune homme solide, aidait sa mère avec une affection visible. Chloé, radieuse, portait un plateau de pâtisserie. Une vague d'émotions indescriptibles submergea Jean. Il voulut s'approcher, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Depuis le trottoir d'en face, il les observa rire ensemble, unis par un amour et un respect palpables. C'était la famille qu'il avait détruite, aujourd'hui reconstruite, complète et heureuse. Sans lui. Un nœud se serra dans sa gorge, non pas un nœud d'envie, mais de pur repentir. Il comprit alors que le destin ne l'avait pas puni par cruauté, mais pour lui faire comprendre la valeur inestimable de ce qu'il avait perdu.
Il s'appuya contre un platane pour ne pas tomber. Sa respiration était courte, mais il ne pouvait détacher son regard d'eux. À cet instant, Valérie tourna la tête, comme alertée par une intuition. Elle vit un homme amaigri, au visage creusé par la fatigue, qui la fixait en silence. Leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, le temps suspendit son vol. Dans les yeux de Valérie, Jean ne vit aucune trace de haine ni de rancœur, seulement un mélange de surprise et d'une profonde compassion. Jean baissa la tête, consumé par la honte. Aucun mot n'était nécessaire. Elle avait compris que cet homme brisé n'était plus celui qui l'avait abandonné, et il avait compris qu'il n'avait plus sa place dans l'histoire qu'il avait lui-même choisi de quitter. Lucas, remarquant le regard de sa mère, lui demanda qui était cet homme. Valérie répondit d'une voix douce, « C'est quelqu'un que le destin a mis sur notre chemin pour nous rappeler l'importance de ne jamais perdre la foi. » Puis, elle entra dans le café avec ses enfants. Jean resta là, regardant la porte se refermer doucement. Pour la première fois depuis des années, une larme roula sur sa joue. Une larme non pas de tristesse, mais de gratitude. Il avait compris que le pardon ne vient pas toujours des mots, mais de la paix qui nous envahit lorsque nous acceptons nos fautes. Alors que le soleil commençait son lent déclin, Jean s'éloigna, laissant cet endroit derrière lui. Le vent agitait les feuilles des arbres dans un murmure qui semblait dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. De la fenêtre de son café, Valérie regarda la rue vide et ferma les yeux un instant. Elle savait qu'un cycle venait de se terminer. Elle ne ressentait aucune amertume, seulement de la reconnaissance pour les leçons que la vie lui avait enseignées. Ce soir-là, le ciel se teinta de nuances dorées et pourpres, comme si l'univers lui-même voulait sceller la fin d'une histoire qui avait commencé dans les larmes, mais qui s'achevait dans la paix. Car à la fin, le destin trouve toujours le moyen de rendre à chacun ce que son cœur mérite.